Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Je rêve d'un monde où notre société s'adapte aux individualités et aux histoires de chacun. Permettre aux familles de pratiquer l'instruction en famille, aussi dit IEF, était un droit, une liberté que l'on offrait en France aux familles qui avaient envie de proposer cet accompagnement différent aux enfants. Pourtant, ce droit a été fortement entravé par le gouvernement français, prétextant une manière de lutter contre le séparatisme et ainsi de respecter au mieux les principes de la République. Cette décision m'a profondément touchée car j'ai tant d'aspirations différentes pour notre pays et ses enfants. C'est pourquoi cette semaine, j'ai décidé de donner la parole à une mère de famille qui fait l'école à la maison pour ses enfants. On a parlé de son histoire et de celle de ses enfants, de l'évolution du cadre juridique français et de tous les bienfaits de cette liberté aujourd'hui en danger. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Kelly. Bonjour Stéphanie. J'ai décidé cette semaine de parler de l'instruction en famille dans le podcast car depuis la rentrée 2022 en France, une nouvelle loi a mis en place des conditions pour faire l'école à la maison de manière beaucoup plus restrictive. Le cadre est en effet beaucoup plus compliqué maintenant pour les familles en France pour pratiquer l'école à la maison. Et l'idée de cet échange avec toi aujourd'hui est de revenir là-dessus et de comprendre quelles sont les motivations encore aujourd'hui des familles pour faire l'école à la maison. Tu es la maman de 3 enfants. Tu as pratiqué longtemps l'instruction en famille avec tes enfants et tu as décidé récemment de continuer cette aventure au Canada. Par ailleurs, tu es formée à la pédagogie Montessori, en accompagnement familial et en communication non violente. Est-ce que tu pourrais nous dire, avant que l'on entre dans le vif du sujet de tout ce qui s'est passé, notamment d'un point de vue juridique, pourquoi est-ce que toi, tu avais décidé de te lancer dans cette aventure de l'instruction en famille ? Alors, quand on s'est lancé dans cette aventure, c'est parce que c'était avec ma première fille, ma fille aînée qui a maintenant 8 ans et demi. Et on a fait ce choix parce que pour nous, c'était juste logique. Alors, on savait pas au tout début que l'école à la maison était autorisée, c'était pas forcément une information très connue à l'époque. Mais en fait, on a fait du cododo, j'ai fait de l'allaitement, on a toujours été là les 3 premières années de vie, surtout moi, avec ma fille. Et ça paraissait un non-sens du jour au lendemain de la mettre à l'école et qu'elle soit séparée de nous la plupart du temps, alors que son équilibre, c'était ça. Et que, par ailleurs, elle se développait très bien ainsi. Elle apprenait, je veux dire, un enfant, dès le début de sa vie, apprend énormément de choses. Il apprend à marcher, il apprend à parler. Et tout se fait de manière très naturelle. Et la suite logique des premières années est tout aussi naturelle quand on est à la maison avec les parents. Donc, on a eu vent comme quoi c'était possible et ça nous a paru être le meilleur choix pour notre fille par rapport à la dynamique familiale qu'on avait. Et c'était une façon pour nous de respecter son rythme biologique, donc de pas l'obliger tous les matins à se réveiller à une heure très tôt pour aller à l'école, de respecter son rythme aussi d'apprentissage. Elle a été très intéressée dès le début par les lettres, etc. À 2 ans et demi, c'était quelque chose qui l'attirait énormément. Donc on a suivi ce rythme, elle a appris à lire tôt, quelque chose qu'elle n'aurait pas pu forcément faire comme ceci si elle avait été à l'école. Et ça nous a permis vraiment de suivre tout ça, d'être au plus près de ses besoins. Et donc, tu as continué avec tes 2 autres enfants qui ont C'est suivi. ça. Oui. Et pourquoi avoir décidé de partir au Canada? Est-ce que c'était lié à cette décision qui a été prise en France ou non, c'était lié à d'autres raisons? Non, c'était pas lié à ça. C'était d'autres raisons. On voulait aller au Canada depuis très longtemps, avant même d'avoir des enfants. Puis l'opportunité s'est présentée et on a tout lâché en 3 mois. Ça a été très rapide, un énorme changement de vie. Mais c'était pas lié à l'instruction en famille. Cela dit, maintenant qu'on est ici, je peux dire que c'est un soulagement vraiment. Surtout qu'on a choisi une région, une province qui est l'Ontario. Et en Ontario, il suffit
c'est même pas vraiment obligatoire de déclarer l'instruction en famille, c'est recommandé et tout le reste de l'année, il y a pas de contrôle, il y a rien du tout. Donc ça fait une énorme différence avec ce qu'on a connu ces dernières années en France et oui, c'est un soulagement. Est-ce que tu peux nous raconter justement qu'est-ce qui a changé récemment en France vis-à-vis de l'IEF? Alors, si je fais, l'historique, ça a commencé pour moi à changer en 2019 parce qu'à ce moment-là, l'instruction auparavant était obligatoire à partir de 6 ans et elle est passée, obligatoire à partir de 3 ans. Donc déjà là, il y a eu des changements. Par la suite, en 2020, le président a annoncé qu'il voulait complètement interdire, l'instruction en famille et puis il y a eu un projet de loi qui a été, voté, qui a été mis en place, qui a fait que ces dernières années, il est possible de faire l'instruction en famille, mais c'est sous demande d'autorisation. Et la différence qu'il y a, c'est qu'avant, c'était une simple déclaration. Il y avait des contrôles annuels de l'académie, il y avait tous les 2 ans des contrôles de la mairie qui montraient que l'instruction était bien faite et si tout était bon, les familles pouvaient continuer. À présent, même si les contrôles sont positifs, si la demande d'autorisation n'est pas acceptée, les familles ne peuvent pas continuer. Donc, Pourquoi est-ce que cette demande d'autorisation pourrait ne pas être donnée alors que les contrôles seraient positifs? bien, il n'y a pas vraiment de critères d'évaluation, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont exigées pour demander, pour faire la demande d'autorisation, un projet éducatif qui motive les raisons de ce choix. Il va y avoir justement la pédagogie qui est mise en œuvre qui va être expliquée, tout le matériel utilisé, l'emploi du temps de l'enfant, de nombreux éléments à faire passer, notamment quand c'est pour un motif de situation propre à l'enfant, parce qu'il y a plusieurs motifs possibles pour demander l'instruction en famille. Je parle de celui-là, c'est celui qui est le plus lourd et puis il est quand même utilisé par de nombreuses familles. Et dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que ça pourrait être refusé dans le sens où, comme on n'a pas de critères d'évaluation qui indiquent bah, ce serait accepté pour telle et telle raison ou refusé pour Mmh. telle et telle raison, les familles font leur dossier du mieux qu'elles peuvent. Elles doivent expliquer pour quelles raisons elles le font pour leurs enfants. Et si la personne qui reçoit finalement le dossier estime que c'est pas une raison valable, elle peut très bien le refuser, par exemple. D'accord. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elles font, les familles en France qui vivent ces refus? Alors dans ces cas-là, il y a plusieurs solutions. Il pourrait y avoir des recours. Donc il y a des familles qui passent en tribunal administratif et qui parfois gagnent et parfois non. Donc il y en a qui ont été obligés de scolariser leurs enfants. Et puis il y en a qui décident aussi de partir de la France. Euh, je, j'ai- je connais beaucoup de familles qui hésitent en ce moment même, qui ont plus envie de faire cette demande parce que c'est très lourd et qui réfléchissent très sérieusement à quitter la France. Et, il y en a qui cherchent d'autres solutions, des écoles alternatives, mais ça respecte pas le choix premier qu'elles ont fait de faire l'école à la maison non plus. Donc c'est pas évident, c'est une situation qui implique beaucoup de stress pour les familles et les conséquences pour certaines sont vraiment difficiles parce que quand c'est un choix de vie et qu'on soit refusé l'instruction en famille, ça remet tout en question. Ça remet tout en Mmh. question. Si je dois parler de mon cas personnel, par exemple, quand la loi a changé, euh, j'ai 3 enfants. Donc mes 2 aînés faisaient déjà l'instruction en famille, donc ils avaient ce qu'on appelait une autorisation de plein droit, qui faisait que pendant 2 ans, du moment que tous les contrôles étaient positifs, ils pouvaient continuer à faire l'instruction en famille. Ma dernière, elle, avait 2 ans quand j'ai dû demander l'autorisation. Elle allait avoir 2 ans et demi en septembre. Déjà, ça me... je me disais comment on peut obliger un enfant de 2 ans et demi d'aller à l'école. Mmh. C'est assez incroyable. Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai demandé l'autorisation, donc j'ai fait un projet pédagogique de plusieurs dizaines de pages. J'ai dû prouver que j'avais le bac, que j'allais bien m'occuper de mon enfant, etc. Il y avait tout un tas de conditions à cocher. Et bien à ce moment-là, je pouvais me voir refuser ce droit et être obligée de mettre ma fille à l'école alors que mes 2 grands étaient en école à la maison. Et comment on explique à son enfant de 2 ans et demi, bah écoute,
Toi, tous les jours, tu vas aller à l'école et c'est comme ça. Mais ton frère et ta sœur ont le droit de rester là. Nous, on a eu l'autorisation la première année, puis après, on est parti. Mais il y a eu des familles qui se sont retrouvées dans cette situation et qui n'ont pas pu faire d'instruction avec leur dernier enfant. Quels sont les motifs des familles qui se lancent dans l'instruction en famille? Alors, il y en a plein. Donc, il peut y avoir tout simplement des problèmes de santé. Alors, dans les motifs qui sont autorisés par le gouvernement, on a justement tout ce qui est problème de santé, on a les activités sportives et artistiques intensives qui feraient que l'emploi du temps est trop chargé et ne permet pas d'aller à l'école. On a l'itinérance aussi, donc le fait que les familles se déplacent, que ce soit en France ou ailleurs, et donc elles peuvent pas mettre leur enfant dans une école parce que comme ils bougent régulièrement, c'est pas réalisable. Euh, J'en oublie un, je crois. Je l'ai plus. Il y en a un quatrième. Non, un, deux, trois. Oui, il y a l'éloignement des écoles aussi. Donc, si on est trop loin d'une école, je pense que ça, dans le concret, ça arrive pas très souvent. Il y a toujours une école à proximité qui fait que c'est possible. Et puis, il y a le motif de la situation propre à l'enfant. Et là, les choix peuvent être vraiment variés. Donc, ça peut être comme nous, un simple souci du respect du rythme biologique de l'enfant, du rythme d'apprentissage. C'est souvent ça. En fait, ça permet d'être au plus proche de leurs apprentissages, vraiment. Donc, ça va offrir une plus grande liberté. Ça va permettre de, quand on est là avec son enfant, qu'on l'observe au quotidien, on va voir ce qui l'intéresse vraiment. On va voir ses points forts, on va voir ses points faibles. On va pouvoir être vraiment présent pour lui, alors que dans une salle de classe avec 30 élèves et seulement un enseignant, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir vraiment être là pour chacun des enfants, le suivre personnellement et les aider à s'améliorer. Et là, en étant en instruction en famille, souvent le choix que les familles font, c'est ça, parce que elles vont pouvoir suivre leur enfant, elles vont pouvoir l'aider dans ses apprentissages du mieux qu'elles peuvent, en intégrant dans leur quotidien tous les éléments qui vont vraiment les aider à améliorer les points faibles, mais aussi à développer des passions. Et il va y avoir beaucoup plus de temps libre. Il y a tout ce temps d'apprentissage, mais qui est vraiment finalement assez réduit par rapport au temps qu'on mettrait à l'école, parce qu'il n'y a qu'un enfant, comme je disais, pour un adulte, ou alors deux, trois, mais quand on a un adulte pour soi, bah, finalement, on peut avancer beaucoup plus rapidement dans ses apprentissages. Donc, ce temps-là, il y a beaucoup de temps de gagner qui fait qu'on peut faire des sorties, on peut voir, apprendre des choses autrement en allant beaucoup plus souvent dans les musées, peut-être en voyageant pour certaines familles. Quand on a envie d'explorer une période en particulier de l'histoire, et bien on peut décider de faire un petit tour, même à proximité de différents endroits qui vont nous permettre d'apprendre des choses autrement que quand on est juste à son bureau à l'école. Et ça ouvre vraiment de nouvelles perspectives, beaucoup de possibilités. Et donc, Mm. je pense que c'est tout ça qui fait que les familles font ce choix, quand c'est pas pour des raisons spécifiques liées à la santé, etc. Que ça va être vraiment pour pouvoir suivre ça, être présent pour leur enfant et leur apporter une expérience différente d'apprentissage. Mm. Ouais. Et tu le disais tout à l'heure, il y a certaines familles qui décident, tristement ou pas, de quitter la France pour continuer à exercer ce droit librement. Où est-ce qu'on en est d'un point de vue européen ou même mondial sur le droit de l'instruction en famille? Est-ce que la France, parmi les sociétés dites modernes, est particulièrement différente sur cette manière d'interdire l'instruction en famille? Oui, bah, la France est devenue un des pays les plus stricts alors qu'à la base, elle était un des pays où c'était le plus simple de le faire, il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'avant c'était une simple déclaration, certes il y avait des contrôles annuels, etc., mais du moment que tout se passait bien, il était possible de le faire. Maintenant ça devient beaucoup plus compliqué, il y a eu quand même de nombreux refus depuis que cette loi est mise en place. Euh, donc, quand on voit par exemple, il y a le Royaume-Uni qui est juste à côté, où c'est autorisé. Alors, ça se divise en plusieurs régions. Il y a des régions plus souples que d'autres. Par exemple, l'Irlande du Nord, il y a beaucoup de familles qui le font et c'est très très souple. D'ailleurs, au Royaume-Uni, on retrouve de plus en plus de familles qui ont des enfants qui ont souffert dans le système scolaire et qui en sont sortis
Et j'ai pas forcément pensé à le dire tout à l'heure où tu me demandais quelles étaient les raisons possibles pour faire l'instruction en famille. Ça peut aussi être une raison possible. Tout ce qui est harcèlement, souffrance scolaire, phobie scolaire. Donc ça peut être une raison, et c'est souvent une raison qui fait qu'on met son enfant en instruction en famille. Il y a d'autres pays comme l'Italie où c'est également autorisé et où c'est plutôt simple, où il y a de plus en plus de familles qui font l'école à la maison. Il y a des examens obligatoires chaque année, mais c'est pas si sévère que ça, car en cas d'échec, on peut tout simplement repasser l'examen l'année suivante. Il y a la Belgique où c'est autorisé, alors il faut faire un plan de formation. Il y a des examens obligatoires qui doivent être réussis, mais hormis cela, on peut le faire sans difficulté majeure. Alors, si on devait comparer à d'autres pays, par exemple en Allemagne, la loi interdit l'école à la maison depuis 1938. Ça dit, il y a une différence que je vois, c'est que l'école, elle est obligatoire qu'à partir de 6 ans. Donc il y a quand même les Mmh. premières années de vie où l'enfant peut être avec sa famille et avoir le temps de grandir avant de devoir aller à l'école. Donc là aussi, c'est une différence, parce que c'était le cas avant en France, avant 2019. Et puis, il y a tout un tas d'autres pays. Si on regarde au niveau mondial, moi, je vois le Canada. Ça se divise en plusieurs provinces. On va dire que la province la plus stricte, c'est celle de Québec, où là, il faut faire une déclaration et où il y a des contrôles réguliers tout au long de l'année. Mais après, il y a toutes les autres provinces où, voilà, ça varie d'une province à une autre, mais où c'est moins strict que cela. Et puis où en Ontario, par exemple, là où on est, c'est la province la moins stricte. Donc on a de ce côté-là où c'est, comme je disais, simplement une déclaration qui n'est même pas obligatoire. Et puis il n'y a rien de plus. Le gouvernement estime que vu qu'il ne soutient pas plus que ça les familles, qu'il donne pas de financement ni rien pour faire l'école à la maison, il a, en fait, il fait confiance dans le fait que les familles vont faire ce qu'il faut pour s'occuper de l'instruction de leurs enfants. Et donc, ils estiment qu'ils n'ont pas à mettre plus leur nez là-dedans, étant donné qu'ils apportent pas de contribution pour ces familles-là. Oui, bien sûr. Et si on se plonge dans ton quotidien de maman en instruction en famille, comment est-ce que ça se passe concrètement? Est-ce que tu pourrais nous donner une journée type? Alors, je suppose qu'il n'y en a pas une type et qu'aucune journée ne ressemble à une autre, mais comment est-ce que tu t'organises? Quelle pédagogie tu as décidé de suivre? Et, euh, et comment aussi tu gères trois enfants en même temps? Ouais. Alors, ça a beaucoup changé depuis que je suis au Canada, parce qu'en France, j'avais tout mon matériel Montessori. Donc, mon salon était une salle de classe Montessori, vraiment, littéralement. Là, mon matériel est en France pour l'instant. J'ai récupéré quelques petites choses, mais bon, on va dire que on suit toujours un peu la pédagogie Montessori dans tout ce qui est posture et mais on utilise aussi d'autres choses. Donc il y a aussi beaucoup. En fait, pour moi, c'est un mélange de plusieurs pédagogies au quotidien. Donc on va avoir la pédagogie par la nature. On va utiliser un peu aussi la pédagogie Charlotte Mason et puis finalement, c'est comme du unschooling. Alors, je vais parler du unschooling. Ce que c'est que on suit les intérêts de l'enfant. On va pas imposer des choses, on va les accompagner en fonction de ce qu'on observe. Et si on observe une appétence particulière pour un sujet, eh bien à ce moment-là, on va mettre dans l'environnement de l'enfant le nécessaire pour qu'il puisse le développer autant qu'il en a envie. Et puis on peut potentiellement voir que si un sujet qui l'intéresse un peu moins, par le biais de ce qui l'intéresse, essayer de l'introduire pour qu'il puisse quand même aborder tout ce qu'il y a à aborder. J'ai pas vraiment de journée type, donc j'utilise d'ailleurs aussi Pass Éducation. Ils ont beaucoup de ressources aussi sur Internet, donc ça me fait un petit mélange. Des fois, il y a un peu de formel, ils aiment bien ça, donc voilà, je fais un mix de tout ça. Et il va y avoir des journées où on va vraiment se poser et prendre le temps, on va dire, d'étudier de manière classique entre guillemets, mais ça va pas être toute la journée. Ça va être un petit temps et puis après on a beaucoup de sorties avec les copains. Donc on a des musées ici et puis il y en a un peu partout. Hein. En France c'était un peu pareil et donc les enfants vont beaucoup au musée. D'ailleurs hier on est allé au musée. Ma fille aînée a rencontré ce qu'on appelle un sarrau bleu parce qu'en fait ils ont comme une tenue toute bleue et c'est eux qui viennent en aide ou qui répondent aux questions tout ça. Et elle a vu une de ces personnes
qui était en train de fabriquer un composant d'ordinateur. Donc, comment faire une horloge dans un ordinateur. Et elle était super intéressée parce qu'elle adore bricoler, etc. Et donc, elle a passé un bon moment avec lui. L'avantage, c'est que comme il y a école normalement, il n'y a pas beaucoup de monde au musée, donc il était entièrement disponible pour elle. Et il a pu répondre à toutes ses questions. Et maintenant, son objectif, c'est de créer son propre ordinateur. Mais c'est justement des choses que ça permet de faire l'instruction en famille, c'est de voir quelle passion on a et qu'est-ce qui nous intéresse, et puis de créer, de tenter des expériences, et finalement c'est très riche et ça nous apprend beaucoup de choses qu'on n'apprendrait pas forcément à l'école parce qu'on n'a pas tout ce temps de disponible pour explorer d'autres choses. Et ces autres choses, elles sont, ben, je veux dire, créer un ordinateur, c'est quand même savoir comment ça fonctionne, c'est des choses qu'on utilise dans la vie de tous les jours et ça peut amener à tout un tas d'autres expériences derrière. Donc voilà. Je vais peut-être un peu divaguer dans la question, je sais pas. Non, c'est parfait. Et est-ce que tu pourrais aussi expliquer comment est-ce que tu gères tes trois enfants dans le sens où ils ont trois rythmes potentiellement très différents? Oui, ben, ce qui est plus facile, c'est que justement, ils ont des âges différents. Donc, par exemple, mes aînés vont avoir un peu plus d'autonomie que ma dernière. Et puis, ce qui aide aussi, c'est que justement, comme ils sont trois, et bien quand j'en ai un qui va commencer à apprendre quelque chose, les autres vont vouloir faire pareil. Donc finalement, tout le monde va s'installer pour faire ses propres activités. Et donc, ça se gère plutôt bien, quoi. Mm. Génial. Est-ce que je voulais te demander aussi de ton expérience en France, est-ce que vous interagissez beaucoup entre familles qui font de l'instruction en famille? Est-ce que il y a une sorte de solidarité ou de communauté qui s'est créée comme ça en France? Oui, 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 bien sûr. Il y a beaucoup de... Alors, en fait, moi, je sais que la façon dont on fonctionnait, c'est que au tout début, on a beaucoup été sur les groupes Facebook, parce que c'est là où on retrouve les communautés plus facilement d'instruction en famille de sa région, justement. Et je me souviens que je mettais des messages pour organiser des sorties. Et donc, on était plusieurs à se rencontrer. Je me souviens qu'on avait, par exemple, j'avais organisé une sortie pour la non-rentrée. C'est comme ça qu'on l'appelle en instruction en famille quand on fait la nouvelle année d'instruction en famille. Donc, en septembre, j'avais organisé une sortie. C'était dans un grand parc assez naturel à Montpellier. Et puis, il y a eu énormément de familles qui se sont rassemblées à ce moment-là. Tout au long de la journée, en fait, il y avait des familles qui arrivaient, d'autres qui partaient. Nous, on était restés toute la journée au parc. Et puis, ils étaient facilement à chaque fois 30 ou 40 enfants à jouer tous ensemble. Et c'est assez drôle parce que tout se passe bien. Ils peuvent passer une journée entière à jouer en étant des dizaines d'enfants d'âges différents et il n'y a pas de conflit. Donc ça, c'est vraiment très beau à voir. Et puis on voit, je me souviens de ce jour-là, ils s'étaient mis à porter des bouts de bois, voire même des mini troncs d'arbres qui étaient coupés, etc., tous ensemble, à plusieurs enfants, et puis à faire comme un barrage de toutes ces branches ou troncs. Et ils avaient fait ça, c'était un énorme groupe d'enfants, et même les tout petits de 3 ans, ils faisaient ça en collaboration avec des enfants de 6, 7, 10 ans parfois. Et c'était vraiment très beau à voir. Et donc, ces rencontres permettent justement de faire connaissance avec d'autres parents qui font l'école à la maison, qui sont près de chez soi, et puis de voir des affinités qui se créent. Et puis petit à petit, alors il va toujours y avoir des moments où il y a des grosses rencontres comme ça, mais il va aussi y avoir des plus petits groupes qui se forment, où bah, les enfants vont voir régulièrement les autres enfants, où il va y avoir des amitiés vraiment solides qui vont se construire, que ce soit entre les enfants ou entre les parents. Et donc il y a vraiment un soutien qui est là aussi, puisqu'on se voit régulièrement au quotidien chaque semaine. Quoi. C'est génial. Parce qu'on reproche souvent, à tort je pense évidemment, que l'instruction en famille prive les enfants de sociabilisation. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? Pour moi, c'est complètement faux. Je pense que c'est juste mal connaître l'école à la maison, de penser que j'imagine qu'il y a une sorte de pensée comme quoi l'enfant justement reproduirait le modèle de l'école et donc du matin au soir resterait à la maison pour faire tout ce qu'il a à apprendre. Et l'école à la maison, c'est pas du tout ça en fait. Et donc il y a énormément de sorties qui sont organisées. Ça peut être des sorties
culturelles, dans des musées ou des sorties. Souvent, c'est l'avantage d'être plusieurs familles, c'est-à-dire que il y a un parent qui va dire ah bah tiens moi je vais contacter, je sais pas. Par exemple, oui, une fois on avait fait une sortie préhistorique. Donc c'était un archéologue et il y avait un des parents qui avait contacté l'archéologue pour pouvoir organiser ça. Et il y avait eu plusieurs familles qui s'étaient rassemblées, qui étaient allées le voir. Il avait tout organisé, donc les enfants avaient pu apprendre comment faire du feu, comment construire, comment tailler une pierre pour en faire un collier. Il y avait eu plein de choses comme ça. Ils avaient énormément appris ce jour-là. Et c'est l'avantage d'être plusieurs familles, c'est que chacun peut se dire, bah tiens, moi je vais m'occuper de ça, moi je vais m'occuper de ça. Et puis il y a des sorties qui peuvent être organisées et qui font que ça devient plus simple parce qu'on n'est pas tout seul à gérer ça. Quelque part, toutes ces sorties possibles, c'est bien réparti et ça permet de voir beaucoup de choses, de rencontrer beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, mais aussi beaucoup d'intervenants, différents corps de métier. Et puis, dans la vie de tous les jours, si on va faire les courses avec ses parents, ben, on va aussi sortir, aller à la rencontre. Ça peut être justement une super occasion de se dire, bah, tiens, le mercredi, il y a le marché, on va aller au marché, tu vas pouvoir payer toi-même les légumes qu'on va acheter, etc. Tu vas pouvoir parler avec les producteurs si tu as envie d'en savoir plus sur son métier, sur comment il s'organise au quotidien, comment il fait pousser les légumes, etc. Il y a plein de choses qui sont possibles qui font que la socialisation, elle est juste énorme. Pour moi, elle est beaucoup plus... et d'ailleurs, ça a été prouvé scientifiquement hein, que les enfants sont en général même plus sociabilisés en instruction en famille qu'en école. Il y a eu des études qui ont été faites au niveau mondial pour ça. Et comme quoi, adultes, ils s'en sortent très très bien, qu'il n'y a aucun souci à se faire pour eux. Et, et donc, je sais plus, il y avait un truc que je voulais dire, mais je m'en souviens plus. Pas de problème. Et il y a aussi un mythe où on doit régulièrement revenir dessus quand on parle d'instruction en famille. Ça doit être autour du sujet de l'orientation scolaire et après du retour vers, par exemple, des études supérieures. Qu'est-ce que toi, tu as à dire à ce sujet? Est-ce que tu as des inquiétudes vis-à-vis de tes enfants pour les années où ils seront étudiants et pour potentiellement que leur dossier soit accepté par les écoles? Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette phase-là pour tes enfants une fois qu'ils seront un peu plus grands? Alors c'est vrai que moi, il faut que je me réinforme sur tout ça parce que c'est encore différent au Canada. Donc je suis pas encore au point sur cette question et je me dis bon, j'ai un peu de marge encore, mais c'est quelque chose que j'ai en tête effectivement parce que ça reste important qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie quand ils deviennent adultes, accéder au métier de leur choix. Cela dit, en France, par exemple, il est tout à fait possible de passer son brevet et son bac en candidat libre. Il est tout à fait possible d'accéder aux études supérieures même si on n'a pas été à l'école, imaginons de toute la scolarité, c'est quand même assez rare. Hein. Généralement, les enfants ont été quand même un peu dans le système scolaire. Mais en tout cas, c'est quelque chose de possible. Il y a des endroits dans lesquels ça va être peut-être un peu plus complexe, par exemple pour tout ce qui est classe préparatoire. Parce que souvent il faut un dossier et c'est sur dossier justement si l'enfant a été toute sa vie en école à la maison, à moins qu'il ait fait le CNED, bah, il n'aura pas de dossier. Mais à la rigueur, ça peut être quelque chose justement qu'on envisage. Quand on voit son enfant grandir, on voit ce qui l'intéresse particulièrement, vers où il pourrait avoir envie d'aller, et donc on peut se dire, bah tiens, moi j'ai envie de lui donner toutes ses chances. Donc, si vraiment il a envie d'aller dans une structure comme ça, eh peut-être on va pouvoir commencer à prendre un peu de cours par correspondance pour qu'il ait un dossier et pour que ça puisse être plus simple pour lui par la suite. Mais en tout cas, il n'y a pas de... Pour moi, j'ai pas d'inquiétude majeure, en tout cas en France, pour pouvoir accéder à ce qu'on veut en termes d'études. C'est tout à fait possible d'y parvenir, même sans avoir été à l'école. On arrive déjà à la fin de notre échange. J'aimerais quand même que tu donnes quelques conseils aux familles qui sont actuellement en instruction en famille ou qui se posent des questions, notamment pour tous les parents qui ont par exemple des enfants à besoins spécifiques. Est-ce que tu aurais des ressources que tu recommandes de regarder, que ce soit pour l'organisation à la maison ou pour l'entraide entre les familles, des choses qui potentiellement ne sont pas les plus connues de tous, mais qui ont été pour toi extrêmement utiles? Alors,
Donc, ce que tu voudrais, c'est des ressources pour aider les familles dans l'organisation au quotidien, c'est ça? Ou dans la réalisation des activités à la maison ou dans l'entraide entre les familles? Moi, comme je te disais, là où j'ai vraiment regardé, c'est sur Facebook pour l'entraide entre les familles. Et il y a des groupes qui ont été créés justement pour l'instruction en famille, où il y a beaucoup de soutien et où on peut retrouver les familles locales. Et à partir de ce moment-là, pour l'entraide entre familles, pour moi, à partir du moment où on est en lien, c'est là où on va pouvoir s'entraider, se poser des questions entre soi. Mais tiens, justement, j'ai des difficultés dans ce domaine-là avec mon enfant. Je sais pas comment lui enseigner telle chose. Comment est-ce que toi tu fais? Et c'est là où c'est hyper intéressant parce qu'il y a autant de familles que de façons différentes de faire l'école à la maison. Et donc, on va avoir tout un tas de réponses possibles. Et à partir de là, on va pouvoir piocher dans ce qui nous paraît le plus judicieux pour notre enfant. Après, qu'est-ce que je pourrais avoir pour s'aider sur l'organisation? En fait, Internet, c'est une vraie mine d'or. Donc, quand on commence à faire des recherches, il y a beaucoup de blogs qui sont là. D'ailleurs, il y a même, alors, pour moi, Pass Éducation, c'est une vraie ressource où il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, mais il y a aussi des choses payantes dessus. Mais il y a beaucoup de ressources gratuites. Donc, déjà, si on veut trouver des choses assez facilement, il y a aussi Pinterest en fonction du sujet qu'on cherche. Quand on veut développer certains sujets en particulier, comme par exemple les sciences, il y a il y a des kits déjà qui existent aussi, qui peuvent aider, faciliter les choses. Je pense notamment, alors je l'ai jamais testé, mais j'ai bien envie de le tester. Il y a Mail Science, je sais que ça existe en France, et tous les mois ils envoient des kits où on peut faire des expériences scientifiques. Il y a, il y a tellement de choses disponibles. Quand on s'intéresse, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été au début parce que je me sentais pas forcément légitime au tout début pour enseigner à ma fille, à ma première donc, et j'avais peur de pas y arriver. J'avais peur de mal faire et donc, ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, c'est de me former en pédagogie Montessori. Donc, il y a aussi des formations en fonction de où on se situe dans la France qui peuvent être plus ou moins coûteuses. Euh, pour nous, ça n'a pas été si coûteux que ça, mais bien sûr, ça a un coût, quoi qu'il en soit, c'est un investissement. Et puis après, en général, quand on commence à s'intéresser à ce genre de pédagogie, on a envie d'acheter le matériel pour le faire à la maison, c'est aussi le but. Donc, ça a un coût, c'est certain, c'est un investissement, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'avoir une base sur laquelle me reposer quelque part et me dire, bon, ok, je sais que j'ai ça qui est disponible, et avec ça, je suis capable d'enseigner à ma fille. Je me suis formée en 0-12 ans parce que j'ai adoré ça. Mais même les premières années, même si on va pas aussi loin, ben écoute, avec ça, je suis capable de lui enseigner la lecture, de lui enseigner les bases des mathématiques. Et donc, je me sens plus sereine vraiment pour faire l'instruction en famille avec ma fille et plus légitime. Parce que j'avais vraiment ce truc au début de me dire, est-ce que je vais y arriver? On n'a pas envie, enfin, quand on fait ce choix en tant que parent, on veut vraiment offrir ce qu'il y a de meilleur à son enfant. Et le but, c'est pas Mm, juste de se rater et on a envie de pouvoir lui apporter tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse apprendre. bien sûr. Mm. C'est un magnifique projet. J'ai une dernière question pour toi, c'est la question rituelle du podcast. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain? Eh bien, je souhaiterais beaucoup de choses, mais je souhaiterais qu'ils puissent déjà être instruits en famille librement, sans toute cette pression qui est mise en famille, parce que ça a des gros impacts, hein, la loi actuelle, ne serait-ce en France, mais plus largement dans le monde. Voilà, j'aimerais que chaque enfant ait le nécessaire pour se développer dans la joie, pouvoir apprendre librement, et puis et qui, pour moi, j'aimerais aussi, au sens plus large, que les enfants soient mieux accompagnés. Euh, C'est-à-dire que on revient de décennies de conditionnement sur l'éducation, et on nous a, en tant qu'adultes, on nous a nous-mêmes pardon, éduqués d'une certaine manière qui a parfois été stricte, où on nous a pas entendus, où on n'a pas forcément pu exprimer nos émotions. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très important.
Et donc, si je pouvais souhaiter aussi quelque chose aux enfants, c'est qu'ils puissent être vraiment entendus tels qu'ils sont, reçus et soutenus, et qu'on puisse leur apprendre toute cette gestion, tout cet apprentissage de soi et cette gestion des émotions pour qu'ils puissent devenir des adultes épanouis, qui puissent grandir en confiance, en fait, tout simplement. Super. Eh ben, écoute, je suis totalement alignée. Merci infiniment, Kelly, pour ton temps. Merci à toi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de demain.